Nous sommes en osmose et nous faisons connaissance avec Bill François. Bonjour Bill. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis très 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 contente de vous avoir parce que je disais juste avant l'interview, on vous reçoit parce que on va parler d'un livre, un livre que vous avez écrit et qui est illustré par Yann Arthus Bertrand qui s'appelle Eau douce. On va parler de fleuves, de rivières, de lacs. Mais avant ça, Bill, j'aimerais qu'on fasse un petit peu mieux connaissance. Et pour ça, je vais vous proposer un petit portrait chinois, si vous le voulez bien. Alors, Bill François, si vous étiez un métier, Ouh, ça commence par une question pas facile et intéressante. Euh, eh bien, peut-être si j'étais un métier, donc c'est pas forcément un métier que je fais moi-même, j'imagine. alors c'est Euh, comme vous voulez, vous êtes libre de la réponse. Parce que moi, je fais plusieurs métiers, mais je pense que je vais répondre autre chose que ce que je fais, et je dirais donc marin ou batelier pour bouger, un métier qui bouge et qui prend plein de formes différentes, mais toujours en lien avec le milieu aquatique. Le milieu aquatique, j'allais vous demander justement si vous étiez un élément naturel, donc je crois qu'on a un petit peu la réponse. Ah, est-ce que ce serait l'eau? Oui, oui, quand même. C'est vrai que c'est un élément fondamental pour moi, comme pour toute la vie sur la planète, mais moi je m'y intéresse particulièrement, c'est vrai. Alors, bon, si je vous ai posé la question du métier, hein, effectivement, c'était aussi pour vous présenter un peu parce que vous cumulez plusieurs choses. Et c'est ça qui est fascinant et qu'on découvre au travers de votre livre, puisque vous êtes à la fois biophysicien et écrivain. C'est ça? Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, j'aime bien faire plusieurs choses à la fois. Et puis à l'école, quand il fallait choisir entre scientifique et littéraire, à un âge beaucoup trop jeune pour choisir, parce que on nous demande quand on est ado, donc qui est le moment de la vie où on se pose le plus de questions, où on a le moins de certitudes, l'étiquette qu'on va pouvoir nous coller sur le front pour le restant de nos jours. Donc c'est un très mauvais système, mais donc quand il fallait choisir ça, j'ai choisi la science et j'ai gardé l'aspect littéraire en loisir, entre guillemets, parce que j'aimais les deux en fait et que je savais pas vers lequel m'orienter. Et puis j'ai pris goût énormément à la science et je me suis passionné pour la science, notamment la physique du monde vivant, parce que la physique est un formidable outil pour décrire le monde vivant, complémentaire de la biologie. Hein. La biologie, ça permet de zoomer, puis la physique, ça permet de prendre du recul. Donc, c'est deux choses totalement complémentaires. Et en parallèle de mon travail scientifique, j'ai gardé l'aspect littéraire, entre guillemets, on va dire, donc d'écriture comme un loisir, jusqu'au jour où finalement ça s'est un peu inversé. Puis aujourd'hui, je me retrouve à écrire comme activité principale et à avoir les activités scientifiques plutôt bénévoles finalement. Mais bon, ça reste dans les deux cas deux volets importants de mon travail, donc de comprendre le monde vivant et puis le documenter et le raconter, le mettre en récit. C'est ça qui est intéressant dans ce livre, mais c'est pas le premier hein, que vous faites, on va en parler. Ce que je perçois dans ce livre, c'est à la fois instructif, on sent bien le scientifique hein, qui écrit, c'est à la fois, je dirais, euh, artistique, poétique, j'ai envie de dire, parce que ça nous fait voyager aussi, et on voit plein de choses, c'est esthétique, et bon là, merci aussi à Yann Arthus Bertrand, hein, avec ses magnifiques photos, on sent cette patte, enfin ce mélange des styles, et c'est ça qui est assez génial, je trouve. Oui, Yann Arthus Bertrand, c'est vrai que c'est avant tout un artiste et il a ce regard très esthétique sur le monde qui nous entoure, que ce soit les humains, les bêtes, la planète. On le connaît surtout pour les photos aériennes. En l'occurrence, c'est d'elle aussi que part mon livre. Euh, la plupart de ces photos montrent de l'eau douce sans qu'on s'en rende compte. Et ce que j'ai voulu, c'est raconter le monde caché qu'il y a derrière cette eau qu'en fait on voit sur les photos, mais qui fait tellement partie de notre paysage quotidien. C'est la rivière qu'on traverse tous les jours, c'est celle qui a sculpté la vallée dans laquelle on vit, c'est le lac qu'on voit même plus tellement on passe devant sans le remarquer. Et en fait, cette eau, elle est pleine de vie. C'est un univers sauvage, plein d'une biodiversité incroyable qui n'a rien à envier aux forêts tropicales ou aux savanes ou à l'Antarctique ou que sais-je. Et c'est ça que je voulais raconter.
Et justement, on voit quelques images là durant votre propos. Euh, vous disiez quelque chose qui m'a interpellée. En fait, c'est à partir des photos de Yann Arthus Bertrand que vous avez eu envie d'écrire ce livre, c'est ça? C'est un travail qui s'est fait à 2, Oui. c'est-à-dire que c'est vraiment à chaque fois une photo, une histoire et on raconte à partir de la photo ce qu'il y a en dessous. Parfois, on est allé aussi chercher dans ces banques de données des photos qui permettaient de raconter certaines histoires, qui me tenaient particulièrement à cœur, certaines espèces aquatiques, certains principes sur le fonctionnement, du milieu aquatique. Donc ça s'est fait vraiment à 2, hein. Ok. Et donc, dans le livre, comme je disais tout à l'heure, c'est instructif. Il y a aussi un message qu'on voit bien que vous faites passer tous les deux hein, avec Yann. C'est un message qui est, faut préserver hein, notre environnement, notre planète, nos eaux. Et vous expliquez que justement l'eau douce, finalement, c'est très 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 petit par rapport à l'étendue d'eau qu'on a sur la planète. C'est vraiment tout petit petit, c'est ça? C'est incroyablement petit, oui, on ne se rend pas compte. Déjà, c'est moins d'un 20 millième de l'eau sur Terre, l'eau Oui. douce qui est liquide à la surface du globe. Euh, la grande majorité de l'eau sur Terre, elle est contenue dans les océans. Et puis, on a un tout petit peu d'eau douce qui est en elle-même en grande partie contenue dans la glace des pôles principalement et un petit peu des glaciers aussi. Et l'eau douce liquide qui reste, ben, elle-même, sa grande majorité, elle est sous la terre. Et donc l'eau qui est vraiment accessible à la vie, accessible aux humains, qui façonne aussi nos paysages, c'est moins d'un 20 millième de l'eau du globe, quoi. C'est dans tous nos lacs, nos fleuves, nos rivières, nos ruisseaux, nos torrents, tout ça, c'est extrêmement peu, en fait, comparé à toute l'eau qu'il y a sur la planète. Et pourtant, ce milieu, il a une extrême importance dans tous les aspects de notre vie. Oui, donc justement, cette eau douce, en fait, on apprend dans le livre, enfin, on découvre un petit peu que finalement, l'eau, elle a plein de choses à nous faire découvrir. Enfin, on n'a pas fini d'apprendre sur l'eau. Et notamment, donc, d'où elle vient cette eau douce, finalement, si je prends la question de l'origine de l'eau douce. Ah, d'où elle vient de la mer, hein. Oui, C'est l'eau salée qui s'évapore principalement au niveau de la mer, dans le cycle de l'eau, hein, c'est comme ça que ça fonctionne, et qui gagne le ciel. Alors l'eau, une goutte d'eau, elle va rester très très longtemps dans la mer, plusieurs milliers d'années, et puis un jour, elle va s'évaporer. Là, elle va passer dans le ciel à peine quelques jours, sous forme de nuages, parfois moins. Euh, donc un très très court voyage. En moyenne, c'est une petite semaine, quoi, 7 ou 8 jours, une dizaine de jours. Et donc ça passe, hop, dans le ciel, ça pleut. oui. Peut-être ça retombe dans la mer, parce que la pluie, elle tombe beaucoup dans la mer. Mais peut-être aussi que ça retombe dans un continent. Et là, à ce moment-là, donc sous forme de précipitation, soit de pluie, soit de neige d'ailleurs. Si c'est sous forme de neige, ça peut même gagner un glacier et rester très longtemps dans le glacier. Si c'est sous forme de pluie, ça va faire de l'eau douce, qui va soit s'infiltrer dans le sol, soit ruisseler à la surface et faire partie de ce 20 millième de l'eau sur Terre qui nous alimente et qui fait naître la vie. Oui, donc en fait, c'est un système de distillation, finalement, hein. Vous Absolument. qualifiez ça d'alambic dans le livre. Et vous parlez aussi justement de glace, vous parliez des glaciers. Et alors là, j'ai lu quelque chose qui m'a surprise, c'est l'anomalie des 4 degrés et le fait que l'eau peut rester liquide jusqu'à moins de 30 degrés. Alors comment c'est possible quelque chose comme ça? En tant que scientifique, pouvez-vous me vulgariser le sujet? Oui, en fait, tout dépend des conditions de pression, et aussi de la pureté de l'eau. Et, enfin, le fait que l'eau passe de liquide à solide à 0 degré, comme on le connaît, la glace qui se forme, hein, l'eau qui gèle, c'est dans nos conditions de température, enfin, de pression atmosphérique. Déjà, si on monte un petit peu en altitude, ou qu'on a un petit peu plus de pression, ça va varier. Mais en plus, c'est pour de l'eau pure. Et alors, si on a de l'eau qui n'est pas pure, eh ben, elle va rester liquide beaucoup plus longtemps. C'est pour ça, par exemple, qu'on met du sel, hein, sur les routes, tout simplement. Et Mhm. puis, on peut même avoir un phénomène qui est la surfusion, où l'eau, elle va être encore plus froide, mais elle reste dans un état qui, en fait, n'est pas stable. À la moindre perturbation, elle peut se figer et devenir solide, mais elle reste comme ça dans une sorte d'instabilité. C'est des phénomènes physiques assez compliqués. D'accord. Euh, mais ça fait qu'on peut avoir de l'eau liquide à moins de 0 degré.
Et puis, et ben, à l'inverse, comme, c'était quoi l'autre question déjà? Ah oui, J'ai les 4 mixé, degrés. voilà, l'anomalie des 4 Alors les degrés. 4 Ouais. degrés, ça c'est quelque chose qui est aussi une particularité très étrange de l'eau, hem, où c'est que l'eau là pour le coup, enfin, l'eau elle est en général un corps chimique, une substance, va être d'autant plus dense qu'elle est froide. Plus on chauffe, un liquide typiquement, plus il va occuper de volume, moins il va être dense quand on le chauffe. Pour l'eau, c'est pas complètement vrai. En fait, l'eau, elle atteint un maximum de densité à 4 degrés, ce qui veut dire qu'une eau plus froide que 4 degrés, elle est moins dense. Et une eau plus chaude que 4 degrés, elle est moins dense aussi. Et ça fait quoi? Eh ben, ça fait que dans les lacs, les étangs suffisamment profonds, il y a une couche d'eau à 4 degrés qui reste au fond parce que l'eau à 4 degrés, elle est plus dense que l'eau aux autres températures, donc elle tombe au fond. Et comme le lac est assez profond, ça met très longtemps à se mélanger, donc cette couche d'eau, elle reste là au fond. Pendant qu'en surface, l'eau, elle peut être en été plus chaude que 4 degrés et puis en hiver plus froide que 4 degrés. Et ça forme une sorte de refuge à 4 degrés comme ça au fond des grands lacs, des étangs suffisamment profonds, qui a un rôle très important pour la vie en fait. Ça fait un refuge pour la vie par rapport au grand froid comme aux grandes chaleurs. D'accord, donc ça les isole, en fait, ça isole les animaux qui y vivent, enfin je dirais les êtres vivants, parce qu'on parle d'animaux, mais c'est pas forcément des animaux. La la couleur de l'eau, c'est quoi, Bill? Pour L'eau moi, n'a pas c'est de bleu. couleur. Voilà, pour moi, c'est bleu. L'eau, Alors, pourquoi ça a pas de couleur? en elle-même, elle est transparente, hein, il suffit de regarder un verre d'eau pour s'en convaincre. Mais c'est vrai que quand on regarde de l'eau, on la voit jamais transparente. Heureusement ou malheureusement, mais c'est comme ça. On va voir quoi? On va voir souvent de l'eau bleue. Ça, c'est la couleur de l'eau vide, en fait. C'est de l'eau pure. Pourquoi elle paraît bleue? Principalement parce que, en fait, les molécules d'eau, donc elles absorbent la lumière du soleil et elles absorbent plus ou moins certaines couleurs. Et elles vont absorber en priorité le rouge, le jaune, puis le vert, etc. Mais donc le bleu, il est moins absorbé, il est plus rediffusé par ces molécules. Donc en fait, quand on regarde de l'eau, ce qui va nous sauter aux yeux, s'il y a suffisamment de profondeur, c'est un aspect bleu, mais c'est une sorte d'illusion. L'eau n'est pas bleue, c'est juste qu'elle réémet comme ça la lumière bleue du soleil, plus qu'elle ne réémet les autres couleurs de la lumière du soleil, qui contient toutes les couleurs, et donc ça nous paraît bleu. Ça, c'est un phénomène purement physique, on va dire. Mais Mmh. après, l'eau, souvent, elle ne nous paraît pas bleue, elle va nous paraître plutôt marron, plutôt verte, plutôt un peu cyan, mais pas vraiment le bleu profond de la mer, mais plutôt une couleur un peu cyan. Toutes ces couleurs-là, c'est plutôt géologique ou biologique, c'est-à-dire que ça peut être soit des sédiments qui sont contenus dans l'eau, de la terre, des roches, des minéraux qui sont dissous dans l'eau, qui lui donnent sa couleur, soit, et c'est le plus fréquent, de la vie. De la vie, ce qu'on appelle vulgairement des algues, mais où en fait, sous ce terme-là d'algues, on regroupe énormément de catégories du vivant très très différentes. Des cyanobactéries, donc qui sont des êtres extrêmement simples et primitifs, parmi les premiers à être apparus sur Terre, qui donnent plutôt une couleur bleu cyan, Ouais. jusqu'aux plantes vertes, tout simplement, donc des êtres beaucoup plus complexes, qui vont donner une couleur beaucoup plus vert chlorophylle, quoi. Et puis entre les deux, il y a des algues marron, voire des algues rouges, qui sont aussi des êtres très primitifs, ce qu'on surnomme les algues rouges ou brunes. Et chacune va donner une couleur à l'eau. En fait, c'est du plancton, hein, c'est-à-dire que c'est Mmh. des êtres vivants qui vivent en suspension dans l'eau. Et quand je dis algues, là, je parle vraiment d'algues microscopiques qu'on ne voit pas à l'œil nu. D'accord, et on voit justement, et c'est là où intervient aussi où interviennent les belles photos dans le livre de Yann Arthus Bertrand. On peut voir notamment Yellowstone avec ses couleurs, assez, impressionnantes. L'Amazone aussi où on voit ces 3 couleurs, et tout ça donc c'est vous l'avez dit, c'est de la vie, et justement la biodiversité des eaux douces est quand même, alors là aussi ça m'a surprise parce que je ne savais pas tout ça, heu, 15 000 fois plus variée que dans les eaux salées. C'est incroyable. Oui, en fait, en termes de densité de variété de vie, c'est-à-dire que l'eau douce, il y en a très peu, mais il y a quasiment autant d'espèces de poissons dans l'eau douce que dans l'océan.
Donc, à volume égal, il y a 15 000, 20 000 fois plus de diversité dans l'eau douce. Et ça, on ne sait pas complètement l'expliquer. Il y a débat là-dessus, mais ça viendrait en grande partie du fait que l'océan, il n'y en a qu'un. Hein, il est Ouais. connecté, toutes les mers du globe, à part des mers fermées comme la Caspienne, mais qui sont en fait des lacs. Mais sinon, toutes les mers du globe, que ce soit la Méditerranée, la mer Noire, la Baltique, la mer Jaune, ce que vous voudrez, elles sont reliées en fait. Et les océans sont reliés entre eux, que ce soit l'Atlantique, le Pacifique, il y a des détroits, on peut passer de l'un à l'autre. Et donc, ça fait que globalement, évidemment, ce n'est pas vrai pour toutes les espèces, parce qu'il y en a qui n'aiment pas passer par certaines zones de certaines températures, mais globalement, en théorie, un poisson peut nager d'un point à l'autre de l'océan, dans n'importe quelle mer, en passant par l'eau. Tandis que pour les rivières, les eaux douces, c'est pas pareil. Il y a plein de lacs qui sont totalement isolés, Ouais. et ce depuis des dizaines de milliers d'années, et même les rivières, les fleuves sont isolés les uns des autres, par bassin versant, c'est-à-dire par zone dont toute l'eau finit au même endroit, par zone dont toutes les rivières finissent dans le même fleuve. Ça crée comme ça des zones isolées les unes des autres. Et si vous êtes un poisson d'eau douce qui vit dans le bassin du Rhône, que ce soit dans le Jura ou en Camargue, hein, dans n'importe quelle rivière qui se jette dans le Rhône, eh ben, vous ne pourrez pas passer naturellement dans le bassin de la Seine, par exemple, même s'il n'est pas Mhm. si loin géographiquement, parce qu'il faudrait pour ça passer par la terre ou par la mer ou par les airs, et beaucoup d'espèces ne peuvent pas faire ça. Donc ça fait que dans les différents bassins versants comme ça, les espèces, elles ont évolué indépendamment les unes des autres, et ça a créé énormément d'espèces différentes. Un peu comme dans les îles, il y a beaucoup d'espèces qui sont endémiques des îles, Ouais. parce que simplement, bah, elles se sont retrouvées coincées là et elles n'ont pas pu euh, passer d'une île à l'autre. Oui, et oui, parce que vous parlez de pas mal d'espèces endémiques justement dans le livre, c'est assez fascinant, avec ouais, des choses quand même assez insolites, parce que par exemple, on apprend qu'on a un ancêtre commun avec la carpe, le bichir. Alors, le bichir, c'est dans le fleuve Niger, c'est ça? Oui, alors le bichir, c'est pas notre ancêtre, mais il ressemble tout à fait à notre ancêtre. C'est un descendant en ligne directe de notre ancêtre commun avec les autres poissons osseux comme la carpe. Et il lui ressemble absolument. Donc on peut se dire qu'à un moment donné dans l'évolution, on avait un ancêtre qui ressemblait à cet animal et qui a engendré ensuite à la fois notre lignée et puis la lignée qui a donné la carpe, le brochet, le saumon, le thon, la sardine, tous les poissons osseux que vous voudrez. Et en fait, ce poisson qu'on trouve encore aujourd'hui, notamment dans beaucoup de fleuves africains, ce qui est intéressant, c'est qu'il possède à la fois des branchies et des poumons. Donc, il peut respirer à la fois dans l'air et dans l'eau. Il a même besoin des deux pour vivre. Et à un moment donné, dans l'évolution, nos ancêtres, ils étaient comme ça. Ils avaient besoin à la fois de respirer de l'air et de l'eau. Et puis, peu à peu, au cours de l'évolution, il y a une lignée qui s'est spécialisée pour respirer dans l'air et dont les branchies ont disparu. Les branchies ont d'abord régressé uniquement pour les larves. C'est ce qu'on voit chez les amphibiens. Les Ouais. têtards ont des branchies et les adultes n'en ont plus et ont juste des poumons. Et puis, peu à peu, elles ont régressé jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus que chez les embryons, ce qui est le cas chez nous, hein. Il y a des arcs branchiaux chez l'embryon qui ne servent plus à respirer d'ailleurs, qui servent à structurer le visage, la tête, le larynx, etc. Mais il n'y en a plus du tout à l'âge adulte. Et donc, c'est ce qui a donné notre lignée à nous. Et puis, d'un autre côté, eh bien, il y a une autre lignée pour qui ce poumon, c'est lui qui s'est transformé, les branchies sont restées, et pour s'adapter encore plus à l'eau, ces poissons-là ont développé un poumon qui se transforme en une vessie natatoire, c'est-à-dire un organe rempli de gaz, mais qui sert plutôt à monter et descendre dans l'eau, comme font les plongeurs avec leur gilet de stabilisateur, hein, voilà, en gonflant ou en dégonflant l'organe en question, en jouant sur son volume par la poussée d'Archimède, on monte et on descend. Et en fait, c'est la lignée des poissons osseux, comme la carpe, comme le poisson rouge, etc. Et donc, c'est amusant de se dire ça, parce que souvent, on nous dit le poisson est l'ancêtre de l'homme. Non, en fait, on est frères. On a eu autant de cousins, en tout cas. On a eu Ouais. autant de temps d'évolution l'un que l'autre. Toutes les espèces sur Terre actuellement présentes ont évolué à partir d'un seul et même ancêtre, le premier être vivant. Donc finalement, on a juste pris deux chemins différents, mais on est frères, et à un moment donné, on était une espèce hybride
un de nos ancêtres en tout cas, qui avait les deux capacités. Et le hoquet vient de là, enfin viendrait de là, c'est une des hypothèses, c'est-à-dire que le nerf phrénique qui actionne notre diaphragme passe par l'épiglotte au niveau donc du cou, hein, et, euh, et nous provoque cette espèce de réflexe qui nous semble absurde aujourd'hui, Ouais. mais qui, à l'époque où on était des poissons comme le bichir, avec les deux respirations, hein, bah, en fait, le diaphragme, il n'était pas au niveau de notre ventre, il était au niveau de nos branchies, de nos ouïes, et il Ouais. servait à activer les branchies. Et donc, ce réflexe, il servait tout simplement à bloquer un passage ou un autre quand on passait de la respiration pulmonaire à la respiration branchiale ou l'inverse. C'était un moyen d'éviter d'avoir de l'eau dans les poumons quand on respirait avec les branchies. Et c'est de là que ça date, de là que ça vient. Je n'aurai plus jamais la même perception de moi-même quand j'aurai le hoquet. Dans toutes les espèces aussi qu'on trouve dans les eaux douces, et on n'a pas forcément ça en tête, surtout en France, il y a des géants dans l'eau douce. Il y a enfin, des monstres, oui. Bah, je pense aux monstres Oui, du lac Télé, notamment, mais bon, ça, on ne sait pas si c'est un mythe ou une réalité, hein. C'est un peu comme le Loch Ness. On voit dans le livre cette histoire. C'est en Afrique, hein, je crois. C'est ça? oui, c'est en Afrique absolument, mais surtout, bon, il y a les monstres légendaires Oui, dont on n'a pas prouvé l'existence. Comme on ne peut pas prouver que quelque chose n'existe pas, on n'a pas prouvé non plus l'inexistence. Il y en a peut-être qui existent. Mais exactement. il y a surtout beaucoup de monstres dont on sait qu'ils existent absolument et qui sont encore plus incroyables que les légendes, qui étaient d'ailleurs l'objet de nombreuses légendes très longtemps. Ouais, Je pense à l'esturgeon notamment, un poisson qui peut mesurer plus de 7 mètres, qui existait déjà au temps des dinosaures, qui ressemble d'ailleurs à un dinosaure, avec des sortes de plaques osseuses sur son corps, toutes nacrées en forme de flocons de neige, un sens chimique qui lui permet, avec des sortes de barbillons, de petites moustaches, de détecter ses proies. Ça peut sauter à plusieurs mètres hors de l'eau. Enfin, c'est complètement incroyable. mm, Euh, les poissons-chats géants, il y a plein de fleuves, que ce soit l'Amazone, le Mékong, ou même nos fleuves européens aujourd'hui, avec les silures qui ouais. abritent des poissons-chats qui peuvent faire plus de 100 kilos, plus de 2 mètres. C'est absolument incroyable aussi comme bête. Et il y a plein d'autres grandes créatures comme ça, des crocodiles, il y a même des requins d'eau douce qui remontent dans certains fleuves, que ce soit des requins bulldogs venus de la mer qui peuvent remonter sur des milliers de kilomètres, des fleuves comme le Mississippi ou l'Amazone, hein, ils remontent l'Amazone quasiment jusqu'aux Andes. Mais ça peut être aussi des requins comme dans le Gange qui passent toute leur vie en eau douce et qui se reproduisent même en eau douce. On a enfin voilà, il y a énormément d'espèces, des raies d'eau douce géantes aussi qui sont Ouais. parmi les plus gros poissons du monde. Dans le Mékong, il y a plein d'espèces incroyables. Alors ouais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples et d'illustrations, hein, d'ailleurs. Qui c'est qui a fait les dessins, là, les dessins qui expliquent un petit peu justement quand on parle C'est d'animaux? moi, Ah, c'est vous. Superbe. oui. Ah, très sympa. Oui, parce que je pensais que voilà, raconter et montrer le paysage, ça suffit pas parce que quand on parle d'une espèce, il faut quand même voir à quoi elle ressemble. Là, bon, on est à la radio, donc ça nous évoque, puis il y aura des images dans la version vidéo, mais Exactement. bon, on est plus sur de l'évocation, ça va, mais quand on lit tout un livre, on a besoin quand même parfois de savoir à quoi ça ressemble. Si on lit tout un chapitre sur l'ornithorynque sans en avoir Ouais, jamais vu, ouais, c'est quand ouais. même un peu frustrant, même si c'est qu'une page. Donc, j'ai voulu les représenter. Et puis, comme on avait déjà beaucoup de photos, je me suis dit que les photos, c'était peut-être pas le plus utile, qu'il valait peut-être mieux dessiner. Ça offre un côté un peu plus, ça laisse un peu plus de place à l'imagination. Et puis, ça entre pas en compétition avec les photos artistiques qu'on a déjà dans Ouais, le ouais. livre. En plus, on est un peu saturé de photos, je trouve, aujourd'hui. On en voit toute la journée des images sur les réseaux sociaux. Donc, peut-être le côté dessin offre un retour un peu vers une autre façon de voir les choses. Oui, et moi, c'est ça aussi qui m'a plu dans le livre, c'est qu'en plus, à chaque dessin, vous racontez quelque chose en plus de ce qu'on vient de lire dans chaque partie. Et ça, c'est vraiment très sympa. Donc, j'engage vraiment nos spectateurs, nos auditeurs à découvrir ce livre.
Eau douce dans nos fleuves, nos rivières et nos lacs, qui est à la fois un petit bijou d'instruction, un petit bijou d'esthétisme avec les photos de Yann Arthus Bertrand. Et vraiment, enfin, je me suis vraiment éclatée quoi, à le lire. Donc, merci encore. On n'a pas parlé de vos autres œuvres, mais si vous souhaitez à nouveau revenir sur notre antenne, ce sera avec grand plaisir, Bill François. Mais vous avez écrit d'autres ouvrages que je vais m'empresser de connaître et de lire. J'ai une petite question qui... Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de le dire. En plus, on approche de Noël, on en a parlé dans une autre interview tout à l'heure. Et alors, fabuleux cadeau ce eau douce. Hein. Ah oui, oui, très bon. À la fois pour les passionnés d'eau douce, c'est comme ça que je construis souvent mes histoires, parce que j'ai longtemps été guide à l'aquarium de la Porte Dorée à Paris, où il y a un public très varié, et à la fois des spécialistes des milieux aquatiques, et puis des gens qui connaissent moins, voire pas du tout, voire des enfants qui n'ont jamais vu la mer. Et il faut arriver à faire une histoire où chacun trouve de quoi s'intéresser. Donc c'est un livre qui est conçu pour intéresser à la fois les spécialistes, les fans du milieu aquatique, que ce soit des pêcheurs, des scientifiques, des geeks un peu de ces sujets-là, et puis les gens qui n'y connaissent rien du tout et qui sont juste curieux, qui ont envie de découvrir. Donc c'est un cadeau qu'on peut offrir à plein de personnes différentes. Ok, donc Eau douce, qui est un livre édité aux éditions Tana, il faut qu'on le précise, que vous pouvez retrouver dans toutes les bonnes librairies, hein, j'ai envie de dire. Donc, merci encore, Bill François. Dernière petite Mais merci. question. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez pêcher là cette semaine, ce week-end? Non, cette semaine, j'ai des conférences sur les milieux aquatiques, justement. Donc, ça va être plutôt en parler, raconter, et puis essayer de sensibiliser, parce qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels, évidemment, on a des problèmes en ce moment, au niveau destruction des milieux aquatiques, pollution en tout genre, surpêche, etc. Donc, c'est à la fois pour émerveiller le grand public et sensibiliser, mais aussi pour essayer de faire bouger les choses. Donc, beaucoup de rendez-vous cette semaine autour de ça. Ah ben, on vous souhaite d'excellents rendez-vous et puis j'espère à très bientôt, Bill. C'était vraiment un plaisir. Mais merci à vous, à bientôt. À bientôt, merci.